Bonjour, nous sommes le samedi 25 septembre 2021 et deuxième vidéo de la matinée. La maison ne reculant devant aucun sacrifice quand il s'agit de l'actualité. Alors, pourquoi l'actualité? Parce que hier, la firme chinoise cotée à Hong Kong, le promoteur immobilier Evergrande, aurait dû faire un versement à ses détenteurs d'obligations, donc à ses créanciers, aurait dû faire un versement de 83 millions de dollars. Le dollar est à 85 centimes de l'euro, donc une somme, je ne sais pas, allez, à vue de nez, de 75 millions d'euros. Pour à ces détenteurs d'obligations sur le marché international, parce qu'elle a bien entendu aussi des investisseurs sur le marché chinois. Et là, le versement aux créanciers a été arrangé au niveau local, donc ça a eu lieu, mais c'est sur le versement, voilà, qui doivent être faits en dollars sur le marché international, que le versement n'a pas eu lieu. Alors, la compagnie a 60 jours pour essayer de régler cette affaire, sinon elle va être en difficulté, elle devrait peut-être se mettre en liquidation judiciaire. C'est le deuxième promoteur immobilier en Chine. Il faut savoir qu'il y a eu en Chine une gabegie de construction dans l'immobilier, voilà, pour les personnes. On considère qu'actuellement, il y a 90 millions de personnes en Chine qui pourraient être logées dans ces tours qui sont vides ou à moitié vides ou pas même entièrement, dont la construction n'a pas été entièrement terminée. Alors on voit des explosions planifiées de ces bâtiments dont la construction a parfois été abandonnée il y a plus de 10 ans. Pourquoi est-ce que ça dépasse? Pourquoi est-ce que le bâtiment a dépassé à ce point les besoins? C'était la locomotive de la Chine. Je vous rappelle quelques chiffres. La Chine de 2000 à 2009, une croissance de plus de 10% par an, une croissance de près de 8% dans les 10 années suivantes, de 2010 à maintenant. 30% de l'explication de ce développement extraordinaire, c'est la construction. Voilà, c'est le bâtiment. Et tout ça n'est pas sans importance pour nous parce que pendant cette période récente, la Chine représente 28% de l'économie mondiale, plus du quart. Alors, pour vous donner, le président Xi Jinping a décidé de mettre un coup d'arrêt à cela maintenant et de rendre, pourquoi dit-il, il faut rendre à nouveau le prix des maisons abordable aux gens. Et pour cela, il faut remettre de l'ordre là-dedans. Le prix de l'immobilier baisse aussitôt, ça pose des problèmes évidemment. J'en ai parlé l'autre jour. Quand vous pouvez comparer les versements que vous faites sur une maison et que celui qui a acheté une maison pareille à la vôtre, mais avant-hier, va faire des paiements qui sont que la moitié. C'est pas bon pour un pays. La firme Evergrande a déjà encaissé pas mal d'avances sur des maisons à construire, des appartements à construire et à occuper. On dit que le gouvernement s'arrangera pour que les gens qui ont fait des avances sur quelque chose, voilà, que c'est le gouvernement qui fera un bail-out, qui dépannera pour que ça ait lieu. Les sommes sont considérables. On parle on a déjà vu des mouvements boursiers au début de la semaine en raison justement du risque pour l'économie mondiale d'une chute comme celle du deuxième promoteur immobilier en Chine. Les autorités chinoises ne s'inquiètent pas. En plus, c'est elles qui ont orchestré ça. Est-ce que ça les dérange fort qu'il y ait des remous sur les marchés internationaux? Apparemment pas. Il y a peut-être une leçon qui est donnée au capitalisme de ce côté-là. Parce que, vous le savez sans doute,
M. Xi Jinping est dans une grande offensive anticapitaliste. Dans quel cadre est-ce que ça s'inscrit? C'est voilà, quelque chose dont je parle depuis longtemps sur mon blog. J'ai rappelé il y a longtemps déjà des paroles de M. Deng Xiaoping, qui a été président de la Chine dans les années 80 et début des années 90, traverser le gué en tâtant une pierre à la fois. À qui sait entendre, ça voulait dire la chose suivante: nous allons nous engager dans le capitalisme pour rendre le pays riche, mais nous allons tâter le gué une pierre à la fois. Nous allons chaque fois voir si c'est quelque chose, si nous prenons dans le capitalisme quelque chose qui est utile, ou quelque chose qui est nocif, voilà, qui est bénéfique ou qui est nocif. Et le moment est venu pour M. Xi Jinping de mettre les compteurs à zéro. Et son grand mot d'ordre en ce moment, c'est la prospérité pour tous, la prospérité pour tout le monde. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en particulier que la Chine, qui s'était détachée du peloton en termes de concentration de la richesse, avait voilà, qu'il faut la remettre dans le rang. Elle est pour ce coefficient de Gini qui mesure dans un pays la concentration de la richesse, elle est à égalité avec les États-Unis à 42%. Je regardais les chiffres l'autre jour. Quand on parle des pays européens, on est au pire dans les 30% et plutôt dans les 20%. C'est-à-dire que la concentration de la richesse en Chine est devenue considérable. Elle n'est pas aussi élevée que dans des pays comme l'Afrique du Sud ou certains pays latino-américains, mais elle est au même niveau qu'aux États-Unis. Et là, Monsieur Xi Jinping, dont un des autres mots d'ordre est faire émerger l'ordre du chaos, a décidé de remettre les choses au point. Et ça fait partie d'une toute une série de mesures d'ailleurs, comme réglementer la capacité des adolescents de jouer des jeux vidéo, et aussi un effort considérable, une nationalisation en fait de tout ce qui est de l'ordre des cours particuliers, de l'enseignement en dehors du cadre scolaire. Le secteur a été entièrement nationalisé, alors que c'est un secteur qui était florissant, et où dans le cadre chinois, les ménages dépensaient des sommes considérables. On considère même que si la taille de la famille s'est réduite considérablement en Chine, c'est parce que les parents ont des dépenses très très élevées dans ce domaine des cours particuliers. Et alors là, bon, le secteur a été nationalisé. Et puis aussi, il y a un souci, je dirais, du bien-être. Les cours par correspondance, les cours particuliers n'auront pas le droit d'être enseignés le samedi et le dimanche, ni aucun des jours fériés du calendrier scolaire. Un certain nombre de choses cet ordre-là. Et hier, interdiction des crypto-monnaies en Chine, après différentes mesures ces temps derniers, de vouloir endiguer, je dirais, le cancer des crypto-monnaies, la spéculation absolument folle sur une richesse qui n'existe pas. Là, le haut là a été mis. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de Chinois qui essayeront de trafiquer dans ce domaine-là, mais ou de devenir riche, mais ce sera dorénavant complètement illégal. Donc, la Chine en train de ranger, de faire de l'ordre dans son rapport au capitalisme, avec un retour, je dirais, à des choses d'un type beaucoup plus national et nationalisé. Un officiel chinois à qui on demandait que se passe-t-il, qu'est-on en train de faire en Chine, et qui a dit: on est en train d'appliquer le même programme que celui prôné par M. Bernie Sanders et Mme Alexandria Ocasio-Cortez aux États-Unis. Il a voulu remettre ça, je dirais, dans le cadre où ça se passe, ce que ça veut dire. Et en fait, on l'a compris, c'est quelque chose de l'ordre de ce qui n'avait pas paru aussi, je dirais, terrifiant
à l'époque où c'était ce qui existait dans nos propres pays, une social-démocratie de fait, je dirais dans la période 1950 à 1975 à peu près, ce qu'on appelle le keynesianisme en économie et en finance, ou ce qu'on appelait à l'époque le socialisme. Bon, c'est le mot qu'utilisent encore, bien entendu, les dirigeants chinois, socialisme. C'est le mot qu'utilisent aussi M. Sanders et Mme Ocasio-Cortez, et je crois que c'est effectivement le terme qui convient. Alors, l'Occident regarde ça avec un regard interrogateur, et ce qui vient souvent à l'esprit, c'est oui, mais c'est une dictature. C'est une dictature bien particulière parce qu'en 2005, le Pew Research Institute, donc ce ne sont pas des chiffres produits par des Chinois eux-mêmes, ce sont des Américains qui sont allés là pour faire une enquête en 2005. Je n'ai pas trouvé de chiffres plus récents, mais 72% de la population se dit entièrement satisfaite de son sort. Je crois qu'on trouve à la même époque, on avait un chiffre, je crois que c'était, je n'ai pas trouvé les chiffres pour tous les pays, mais en tout cas c'était 49% aux Pays-Bas et des chiffres encore plus bas dans certains autres pays. Je crois que la France, c'était un chiffre plus bas que celui des Pays-Bas. Donc, et là, bon, c'est pas des données de sondage obtenues avec un pistolet sur la tempe des personnes, non, c'est l'expression du sentiment, le sentiment de la population. Alors pourquoi? Parce que bon, sans doute parce que les choses vont beaucoup mieux. Quand on regarde même 10 ans auparavant en Chine, les choses vont beaucoup mieux avec une croissance effectivement assez débridée. Pour ce qui est de l'hypersurveillance, on nous dit oui, bon, il y a reconnaissance de visage partout, dans toutes les villes en Chine, et ainsi de suite. Quand on demande là à la population si elle apprécie ça, elle dit non à 90%. Les gens sont comme nous. À 90%, les gens disent que ce n'est pas une bonne chose. Mais on souligne en Chine qu'il y a moyen de régler le problème de la corruption larvée, qui existe dans la plupart des pays, au lieu d'essayer de confier ça entièrement à des élections périodiques en disant bon, la manière de gérer ça, c'est que les gens ne voteront plus pour les corrompus la fois suivante. La population apprécie le fait qu'une certaine surveillance, des affaires absolument plus, je dirais, plus dynamiques, plus importante qu'ailleurs, que ce problème de la corruption peut être géré de cette manière-là. Et les autorités attirent l'attention aussi qu'au lieu de laisser une concurrence débridée régler le rapport entre les entreprises, on peut le faire aussi simplement en distribuant, en faisant connaître les données, récoltées sur l'ensemble. Alors on peut dire oui, ce sont des excuses pour en fait une politique extrêmement autoritaire et centralisée. Oui, mais aussi, alors on vous dit aussi, mais ça permet de faire des smart cities, des villes intelligentes avec le trafic fluidifié, moins de pollution, une énergie réduite, dépenses d'énergie réduites au maximum et une sécurité davantage dans les rues. Et l'année dernière, en 2020, déclaration officielle de la Chine, les données comme 5e composante de l'économie, après la main-d'œuvre, la technologie, le capital, et j'en oublie encore une, mais vous aurez complété de vous-même facilement. Voilà, alors oui, on nous dit aussi, et les Ouïghours, et bon, ça c'est une question sur laquelle je me suis déjà exprimé, j'ai répondu de manière un petit peu, parce qu'on me pressait sur mon blog, mais qu'est-ce que vous pensez de la manière dont les Chinois gèrent la question des Ouïghours? Et là, j'ai utilisé une documentation qu'on avait eu l'amabilité de m'aider à constituer, en faisant l'historique des 2000 ans d'une province sécessionniste, des rapports très compliqués d'une province sécessionniste avec un État central sur 2 millénaires. Et donc je pouvais écrire plusieurs pages sur l'ensemble des péripéties compliquées, les relations avec cette région, en plus avec maintenant, dans une région qui est musulmane, ce qui n'est pas
ce qui n'est pas le cas de l'ensemble de la Chine, avec des courants djihadistes dans la période présente. Alors voilà, donc la Chine est en train de virer de bord, de venir à revenir à autre chose. Et déclaration intéressante pour nous aussi, parce qu'on parle maintenant quand on parle de la, quand on parle de la, de la transition nécessaire pour qu'il n'y ait pas d'extinction de l'humanité, on nous dit qu'il faut passer par la décroissance. Et là, je fais toujours la même remarque, et ça j'ai pu le démontrer à de nombreux endroits. Dans un cadre capitaliste, on ne peut pas faire la décroissance. C'est pas parce que c'est parce que c'est une mauvaise chose, mais on ne peut pas le faire d'un point de vue purement pratique. Parce qu'on a besoin, qu'est-ce que c'est la croissance? C'est une augmentation du PIB, c'est une augmentation des valeurs ajoutées. Valeurs ajoutées, c'est des profits. Il faudrait supprimer le profit. Pour pouvoir faire la décroissance, il faut supprimer le profit. Et là, déclaration récente des autorités chinoises, nous n'avons pas peur de la décroissance. Après une croissance de 10% pendant 10 ans et de 8% pendant les 10 années suivantes, ils ont les réserves. Ils ont les réserves. Ils vont se permettre de pouvoir faire de la décroissance pour soutenir l'ensemble des politiques de défense de l'environnement, des reconstitutions de l'environnement. Ils ont un certain, voilà, comme tout le monde, il y a un chemin à parcourir, et en particulier le fait qu'en Chine, on utilise encore pas mal le charbon. Il y a des choses à faire. Mais quand on regarde les politiques chinoises, et il y avait un grand objectif pour 2021. Pourquoi 2021? Parce que c'est le centenaire de la création du Parti communiste chinois. Et là, depuis des années, on nous disait prospérité pour tous, prospérité pour tout le monde, et grand développement. En ce moment, voilà des systèmes de retraite, de pension, de la santé pour tous, etc. Et un coup de barre sur la concentration de la richesse. Mais autre objectif, 2049. 2049, 100 ans là de la création de la République populaire, voilà, de Chine. Et là, l'objectif, c'est renaissance de la nation chinoise. Et tout le monde a compris que ça veut dire première puissance mondiale sur le plan économique et sur tous les autres. Mais pas nécessairement par une politique agressive, par une politique de donner l'exemple de ce qu'il faut faire. Et là, il va être difficile pour nous de ne pas regarder ce qui se passe dans un pays qui se débrouille beaucoup mieux que nous sur ce plan en ce moment même. Surtout que le moral des Chinois est absolument boosté, comme on dit. Il est au beau fixe parce qu'ils font la comparaison entre la manière dont eux ont pu gérer une importante pandémie dont je ne vous dirai pas le nom, dont ils ont pu gérer une pandémie très sérieuse, et quand ils regardent la manière dont les pays occidentaux, eux, se sont débrouillés sur ce plan. Encore que les choses s'arrangent en ce moment, mais ça n'a pas été sans hésitation, vous êtes au courant de cela. Et là, les dirigeants chinois se félicitent qu'ils ont un système qui a su gérer ça bien mieux que les pays occidentaux. Voilà, un petit point sur cette affaire Evergrande qui est à la une des journaux, ou s'il n'y est pas, elle devrait l'être, puisqu'il y a là une crise des marchés financiers qui pourrait être importante, dont on ne sait pas exactement dont on ne sait pas exactement dans quelle mesure la Chine va vouloir la gérer, non pas sur le plan domestique, parce que là elle la gère, mais sur le plan international. Je pense que ça ne la dérange pas particulièrement de créer des remous à cet endroit-là, ce qui serait une manière supplémentaire de souligner la supériorité de la manière dont le pays gère ses affaires en ce moment. Voilà.